Cassandra, la jeune fille dont on va parler dans cette histoire, est une jeune fille qui a toujours été attirée par le domaine occulte. Mais la partie obscure de l'occulte, tout ce qui concerne les sacrifices, le diable, ce genre de choses. En 1971, alors qu'elle avait 18 ans, elle avait déjà lu pas mal d'ouvrages sur le sujet, pour se spécialiser un petit peu dans ce domaine qui la fascinait tant, et à force de lire tous ces ouvrages, elle a développé une croyance. Cette croyance, c'est que si elle essayait d'invoquer un démon, ça marcherait et un démon se présenterait à elle. C'est ce qu'elle croyait, elle avait encore jamais essayé, et je dis bien encore. À cette époque-là, elle était en couple, mais là, point noir dans sa vie, son petit ami la quitte, brutalement. Il l'a jarté de sa vie assez rapidement, en lui disant tout simplement « je ne veux plus te voir ». Et du coup, cette mauvaise nouvelle lui sautant en pleine face, elle s'est dit « ok, c'est le moment de faire ce dont j'ai envie, c'est-à-dire essayer de contacter un démon ». Le soir de sa rupture, elle fait un rituel pour invoquer non pas un démon lambda, pour invoquer Satan, ni plus ni moins. Elle a fait tout ce que lui conseillaient ses différents ouvrages, mais malheureusement pour elle, il ne s'est rien passé du tout. En tout cas, au moment de l'invocation. Parce que après, déçue de ne pas avoir, entre guillemets, réussi, elle est allée se coucher et elle avait dans sa chambre, non loin de son lit, un grand miroir. Et en passant à côté de ce miroir, là elle a vu quelque chose. Ce qui a attiré son attention dans le miroir, c'est, dans le reflet de celui-ci, c'est une sorte de brouillard. Elle était un peu choquée de voir ça, parce qu'il n'y avait aucune fumée dans sa chambre. Du coup, elle est restée quelques secondes devant le miroir, à essayer de voir ce que c'était. Et ce fameux brouillard a commencé à changer. Il se transformait d'une sorte de fumée à une forme qu'on peut vraiment définir. La forme qui a été prise par ce fameux brouillard est une forme d'un être poilu, un peu décomposé, qui ressemblait à la fois à un homme et à la fois à un loup. Les yeux de cette chose regardaient Cassandra directement, et Cassandra, bien qu'attirée par le domaine occulte, pour elle c'était une première, donc elle avait très peur. Elle voulait se retourner pour voir ce qu'il y avait vraiment derrière elle, sauf qu'elle n'arrivait pas à bouger. Elle était totalement tétanisée. Elle est donc là, devant le miroir, à regarder cet homme loup qui se trouve derrière elle, et l'homme loup change encore une fois d'apparence. Il était d'une couleur, si on peut dire, un peu humaine, c'est-à-dire avec une couleur de peau. Vraiment, on pouvait se dire que c'était une sorte de créature fantastique, mais qui avait quand même une apparence humaine. Sauf que sa peau est devenue totalement blanche, et elle a tourné d'une couleur comme si, en fait, on regardait le négatif d'une photo. Vous savez, où les couleurs sont assez particulières. Et après avoir pris cette nouvelle forme, cette chose a disparu. Une fois que la forme a disparu, Cassandra se sentait un peu libérée, elle avait plus cette peur qui l'a bloquée sur place, mais au contraire, elle se sentait libérée. Une fois que la forme est partie, elle était différente. C'était pas la même Cassandra qui était arrivée dans la chambre. Elle n'avait pas peur de ce qu'elle venait de voir, elle n'était plus triste à cause de sa rupture. Vraiment, son comportement a radicalement changé. Parce qu'il y a une envie qui s'est ajoutée à ses sentiments, c'est l'envie de tuer. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'avait pas que l'envie de tuer, c'est qu'elle se sentait capable. Elle trouvait qu'elle avait la force de le faire. Le temps a un petit peu passé ce soir-là, et rapidement, Cassandra a ressenti un manque. Le manque, pas de son petit ami qui l'a quitté, mais le manque du démon. Ça y est, elle était là en mode, il est venu, il m'a apporté quelque chose, et maintenant ça me manque, il m'en faut encore. Du coup, elle a essayé de l'invoquer une nouvelle fois. Elle se dit, il est venu parce que j'ai fait une invocation, si je recommence, il reviendra. Cependant, cette fois-ci, le démon ne s'est pas représenté à elle. Le temps a passé un petit peu, et beaucoup de pensées dans la tête de Cassandra vont s'entremêler, et des pensées qui sont infondées. Par exemple, elle va penser que Donald, qui était un ami de son ex-petit ami qui l'a quitté brutalement, était en fait le responsable de la rupture de Cassandra. Alors qu'en soi, pas du tout. Il n'avait rien à voir dans l'histoire. Mais vous voyez, cette expérience qu'elle a vécue, ça lui a mis des idées dans la tête, et des idées malsaines. Et justement, ces idées malsaines ajoutées à l'expérience qu'elle a vécue ont développé quelque chose, c'est que Cassandra maintenant souhaitait la mort de Donald. Cassandra d'ailleurs l'a contacté plusieurs fois et elle l'a clairement menacé de mort. Elle a dit « c'est ta faute si machin m'a quitté, tu dois en subir les conséquences ». Donald lui il se dit « c'est une folle, je laisse couler », il ne lui parle pas. Et ça énerve au plus haut point Cassandra, au point qu'elle demande au démon qu'elle a vu de l'aider à se venger de Donald. Du coup le démon lui a dit « ok, voilà ce que tu vas faire. Tu prends un grand seau d'eau, tu le mets devant toi et tu visualises dans ta tête le visage de Donald. Comme ça, dans le seau d'eau, dans le reflet de l'eau, son visage va apparaître. Et une fois que le visage est clair à la surface de l'eau, elle frappe avec un grand couteau de cuisine la surface de l'eau comme si elle était en train clairement d'assassiner Donald. Le démon lui assurait que si jamais Cassandra était suffisamment concentrée, l'eau deviendrait rouge, ça deviendrait du sang, et Donald perdrait la vie. Cassandra s'est adonnée à cet exercice pendant un moment, mais malheureusement pour elle, et je dis bien malheureusement pour elle, parce que nous on veut pas que Donald y meure,
on souhaite la mort de personne. Eh bien l'eau n'a jamais changé de couleur. Déçue, elle se dit qu'elle a dû faire quelque chose de mal. Elle se dit j'ai déjà fait un rituel de magie noire, j'ai vu un démon, donc forcément que tuer Donald par ce moyen-là, ça doit marcher. Donc elle décide d'essayer encore et encore de tuer Donald. Elle réfléchissait beaucoup à ce projet macabre. Elle se disait je le tue et moi après je me donne la mort. Elle était devant son miroir, elle réfléchissait à comment elle pourrait faire et là, le brouillard qu'elle avait vu la première fois qu'elle a rencontré le démon réapparaît derrière elle. C'était le fameux démon homme-loup qui repointait le bout de son nez et il avait une voix assez convaincante. On va dire il arrivait à parler d'une telle manière avec un ton assez particulier que c'est comme si il arrivait à hypnotiser Cassandra. Et cette fois-ci, ce démon dit « Oublie Donald, on s'en fout. Ton objectif dans la vie, ça va être de me servir, corps et âme. » Et étant manipulée, Cassandra accepte. Les jours qui ont suivi cet événement, Cassandra a oublié complètement la personne qui l'a quittée et Donald. Vraiment, ça a été très rapide, alors qu'elle voulait quand même tuer quelqu'un. C'est pour dire à quel point elle était en quelque sorte possédée par cette présence maléfique. En gros, c'est comme si elle était amoureuse de son ex qui l'avait quittée. Elle était tellement mal et folle qu'elle a voulu tuer la personne qu'elle pensait responsable de sa séparation. Et maintenant, elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est pas un être humain, c'est Satan. Dans son cœur, il y avait une personne, c'était Satan, et elle voulait le servir. C'est là qu'elle commence à faire des choses assez cheloues. Mais ce qui est surprenant dans son histoire, c'est que de temps en temps, elle retrouve la raison. Elle reprend possession de son esprit, elle se dit « Attends, mais qu'est-ce que je fais ? Je deviens folle, c'est pas bien ce que je fais. » Et après, son côté entre guillemets démoniaque reprend le dessus. Et alors, à un moment donné qu'elle avait une période de lucidité, elle a contacté Ed et Lorraine Warren. Cassandra a rencontré Ed Warren, et fait étonnant, c'est quand elle parlait de l'apparition qu'elle avait vue, le fameux démon, et bien la pièce où Ed Warren et Cassandra se trouvaient était remplie d'une odeur immonde, une odeur d'acide sulfurique. Donc ça te pique très fortement le nez. Ça te fait pleurer, c'est vraiment pas agréable du tout. D'ailleurs, ça a irrité la gorge de Ed Warren qui a même commencé à tousser. Et justement, pendant ce rendez-vous, Cassandra avait des phases de lucidité, des phases où elle redevenait un peu folle. Donc Ed Warren lui a dit « Ma cocotte, fais attention, pratiquer des rituels occultes et s'intéresser de trop près à ce genre de choses, ça peut être dangereux. » Sauf que Cassandra était redevenue, si on peut dire, folle. Son côté malsain avait repris le dessus, du coup elle a décidé de ne pas écouter les conseils de Ed Warren. Elle a décidé d'invoquer de plus en plus le démon. Et au cours des semaines suivantes, elle se sentait, on va dire, de mieux en mieux. Vous savez, quand elle a rencontré la première fois le démon, elle se sentait libérée, elle se sentait différente. Et ben en fait, à chaque fois qu'elle invoquait le démon, elle se sentait différente, et du coup, pour elle, elle se disait qu'en fait, elle recevait des pouvoirs. Au début, elle se disait, Satan me donne sa force, c'est génial, je suis très flattée, honorée, mais au bout d'un moment, elle a pris ça comme quelque chose d'acquis, et du coup, elle a commencé à être assez gourmande de puissance. Elle en voulait en fait à chaque fois encore plus. Elle se sentait tellement bien après chaque invocation qu'elle en voulait toujours plus. Et du coup, pour obtenir plus de pouvoir, elle se dit, il ne me faut pas que le pouvoir de Satan, il me faut le pouvoir d'autres démons. Donc ce qu'elle a fait, tout simplement, c'est invoquer non pas que Satan, mais aussi d'autres démons, et elle disait en gros, possédez-moi, rentrez dans mon corps. Le temps passe encore un peu, et à un moment donné, Cassandra part en vacances. Elle part dans le Massachusetts, et son deuxième jour de vacances, vers minuit, il y a une envie qui se déclenche chez elle. Elle se dit, je me sens pas bien, faut que je quitte la maison où il y a mes potes et tout, faut que j'aille me balader. Elle sort, dans la nuit, elle marche un peu sans but, et à un moment donné, elle arrive à un ancien cimetière. Une fois qu'elle est sur ce lieu, elle est prise d'un sentiment particulier, c'est que elle a un sentiment d'être chez elle. Elle se dit, j'ai l'impression que je suis chez moi. Elle se balade un peu entre les tombes, toujours balançant entre les moments de folie et les moments de lucidité où elle se dit, mais qu'est-ce que je fais? Puis elle retourne au portail du cimetière et elle s'assoit un petit peu. Elle attend un petit peu, elle réfléchit, et là un homme d'une trentaine d'années débarque. C'était un sans-abri qui était ivre, qui a vu Cassandra assise toute seule, il allait la voir, il a dit « Est-ce que je peux me joindre à toi ?» Cassandra n'a rien dit, elle n'a pas bougé, elle n'a pas dit un mot, et du coup l'homme a pris ça pour un signe de consentement. Il s'est dit « Qui ne dit mot consent ?» Donc il s'assied avec la jeune femme. L'homme commence à parler à la jeune fille, et à un moment donné, Cassandra, qui ne disait rien, passe les bras autour du cou de l'homme et l'invite à se rapprocher d'elle. En gros, elle passe ses bras autour de lui et elle le rapproche. L'homme pense que Cassandra va l'embrasser. Du coup, il ferme les yeux, prêt à avoir un baiser langoureux, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Cassandra se jette sur le cou de l'homme et le mord jusqu'au sang. Elle commence également à boire le sang qui coule de la petite blessure qu'elle a faite à l'homme. L'homme la repousse et s'enfuit en courant. Cassandra ne le suit pas, elle reste là, satisfaite de ce qu'elle venait de faire. Cassandra resta sur place, sans bouger,
pendant un long moment, d'un côté satisfaite de ce qu'elle venait de faire, parce qu'elle avait maintenant une soif de sang, mais également honteuse, parce qu'elle a toujours cet aspect de lucidité qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Les vacances prennent fin, sans que personne n'entende parler de cette histoire, et Cassandra, une fois revenue chez elle, développe un nouveau hobby, si on peut dire ça comme ça. Elle devient la grande prêtresse d'un groupe satanique. Ce groupe avait pour habitude de se réunir dans une vallée, là où il y avait une plage un peu isolée, donc à l'abri des regards, ils pouvaient faire leur truc tranquillement sans être dérangés, a priori. Une nuit, alors que le groupe pratiquait comme à l'accoutumée des rituels sataniques, ils ont été interrompus par une descente de police. Ils sont arrivés pile poil au bon moment parce que Cassandra venait de terminer une invocation et elle s'apprêtait à trancher la gorge d'un coq pour offrir ce sacrifice à Satan. La police est donc arrivée et a commencé à vouloir arrêter les diverses personnes qui se trouvaient là, et il y en a qui ont essayé de fuir, il y en a qui sont restés là et qui n'ont pas bougé, et c'est dans ce deuxième groupe de personnes que Cassandra se trouvait. Elle a caché son couteau, et en fait, il se trouve que la police ne venait pas pour arrêter les membres d'un groupe satanique. En fait, ils se demandaient juste ce qui se passait. Du coup, ils ont interrogé Cassandra, et ils ont dit « Mais pourquoi vous avez amené un coq sur la plage ?» Et Cassandra a dit « Bah, c'est mon animal de compagnie. » Et c'est passé. C'est passé parce que le policier qui lui a demandé ça, bien qu'il avait quelques doutes quand même, eh bien il ne s'y connaissait pas du tout en magie noire, rituels occultes, donc il savait pas en fait ce qui était en train de se passer. Donc vu que rien d'illégal ne semblait être fait sur la plage, les policiers, ils sont montés dans leur voiture et ils sont partis. Le temps passe encore un peu, et depuis que Cassandra avait mordu le jeune SDF dans le cimetière, elle avait une soif de sang. Elle n'était pas encore prête à tuer des êtres humains, donc quand elle n'avait pas d'animaux à sacrifier et que sa soif était vraiment très élevée, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle buvait son propre sang. Elle s'était faite une amie, Cathy, qui avait le même délire chelou qu'elle, et elles partageaient toutes les deux cette envie de boire du sang. Elles se faisaient des petites soirées, des fois, à deux. Soirée pyjama, où la boisson principale, c'était du sang. Le truc, c'est que généralement, le sang qui était bu, c'était le leur. Elle se prenait du sang avec l'aide de seringues, sauf que elle mélangeait ce sang à du vin, et ça servait à étancher provisoirement leur soif. Sauf que malheureusement, faire ce genre de choses dans un milieu non médical, donc ça veut dire que les seringues n'étaient pas forcément à chaque fois stérilisées, c'était pas forcément très propre, et bien Cassandra a développé une infection au niveau de son bras, là où elle se prélevait du sang. D'ailleurs, elle a dû être hospitalisée à cause de ça, et les médecins étaient tellement choqués de l'infection, mais en tout cas ils ne savaient pas ce qu'elle faisait et ce qui avait causé l'infection, qu'ils envisageaient potentiellement de lui amputer le bras, à tel point c'était grave. Du coup, Cassandra, qui sort quand même indemne de cette opération, rentre chez elle, et elle se dit « Faut que j'arrête de me prendre du sang avec des seringues ». Mais elle se dit pas « J'arrête tout court de me prendre du sang ». Elle se dit « Ce que je vais me faire maintenant, c'est me lacérer le bras, comme ça j'aurai encore plus de sang, et ce sera plus hygiénique qu'avec une seringue ». Il y a tout un processus. Hein. Je vous avais parlé des fameux moments de lucidité de Cassandra, là ils deviennent de plus en plus brefs et espacé. Avant, on va dire, dès qu'elle faisait quelque chose de mal, sa conscience reprenait le dessus. Là, de moins en moins. Un an après la première rencontre avec Ed Warren, Cassandra, alors qu'elle a un moment de lucidité, recontacte le démonologue et lui explique tout. Elle lui parle de l'hospitalisation, de tout ce qui se passe. Ed Warren, voulant être sûr qu'on ne le prend pas pour une bille, décide de la mettre à l'épreuve. Il la rencontre et il lui tend une coupe avec un liquide dedans qui ressemble énormément à du sang. C'en est pas, mais ça y ressemble énormément à s'y méprendre. Cassandra se saisit du verre. Elle est méfiante parce qu'elle pense qu'en fait dans le liquide, il y a des médicaments, alors qu'il n'y a rien. Elle sent, elle trouve qu'il n'y a pas d'odeur particulière et du coup, elle boit le calice cul sec. Elle a donc montré à Ed Warren que oui, elle boit du sang. Mettez-vous dans le contexte. Vous, on vous tend un verre et on vous dit c'est du sang. Est-ce que tu le bois? Je ne pense pas. Moi non plus. Et bah elle l'a bu sans broncher. Détail un peu club après ça. Cassandra a bu le verre, elle le repose et elle dit mais c'était pas du sang ça. La preuve qu'elle en connaissait le goût. Le temps avance encore un petit peu, et Cassandra développe encore une fois une nouvelle passion. Au début c'était uniquement l'invocation de démons, après c'était boire du sang, maintenant elle a une fascination pour la mort. Elle se baladait souvent avec une autre amie du nom de Kelly, dans les vieux cimetières. Elle se baladait entre les tombes et elle avait qu'une envie avec cette pote, c'était de déterrer un cadavre. Cette envie devenant de plus en plus forte, une nuit, elles ont décidé de le faire, elles avaient apporté les pelles, tout ce qu'il fallait, mais au dernier moment, elles se sont dit « Non, ne le faisons pas ». Donc, ayant une frustration sur un aspect de ses passions assez glauques, eh bien, elle a des envies encore plus fortes de sang. Vous voyez, elle n'a pas réussi à combler quelque chose, du coup, qu'elle comble avec autre chose. Et justement, elle en vient vraiment au pire pour assouvir cette passion du sang, cette envie de sang, de boire du sang qu'elle a. Par exemple, elle a accepté d'avoir des relations intimes avec des jeunes hommes qu'elle ne connaissait pas. Les hommes, eux, savaient pas du tout ce qui les attendait, hein. Mais Cassandra les emmenait sur la fameuse plage où elle faisait ses fameux rituels. Elle avait des relations
avec les jeunes hommes. Et vous savez, au moment de l'extase, et bien Cassandra, elle se jetait au cou de l'homme et elle lui bouffait le cou. Elle les tuait pas, hein, mais elle leur plantait ses crocs dans le cou, le sang coulait et elle buvait. Elle continuait également son hobby d'être grande prêtresse et elle faisait régulièrement des messes noires pour honorer Satan. Ça, elle n'a pas perdu de vue justement que dans son cœur, Satan number one, du coup, elle veut l'honorer encore et toujours. Elle n'hésitait également pas à manquer de respect à Dieu, à profaner la religion. Elle se rendait dans des églises avec son amie Cathy ou son amie Kelly. Elle volait la Bible qui se trouvait dans l'église. Elle volait des croix. Elle crachait dans l'eau bénite. Vous voyez, elle faisait ce genre de choses. Et à chaque fois, elle était très fière de ce qu'elle faisait. Mais peu de temps après avoir fait des actes malsains, elle se sentait coupable, elle culpabilisait à mort. C'est comme si en fait au moment où elle devait faire les trucs glauques et tout, elle était possédée et qu'on va dire elle a été libérée quelques instants après l'avoir fait et c'est là qu'elle s'est dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle commençait même à devenir pas paranoïaque mais à avoir des sortes de visions parce qu'elle commençait à voir le visage du monstre mi-homme mi-loup sur les passants qu'elle croisait dans la rue, sur ses amis. Vous voyez, elle devenait un peu... c'est pas paranoïaque parce que paranoïaque ça inclut une notion de peur, mais elle voyait cette chose-là partout. Et c'est là qu'on va arriver, parce que vous voyez qu'il y a un peu une escalade, hein. Au début c'est des petits rituels, après on a des messes noires, on a des sacrifices d'animaux. Vous vous doutez bien que la suite logique malheureusement dans tout ça, c'est de vouloir passer à un sacrifice humain. Cassandra et Cathy voulant toujours assouvir encore plus leur soif de sang, ils continuaient en soi à boire le sang de Cassandra, sauf que à force de se lacérer, eh bien le bras de Cassandra il était dégueulasse. Et d'ailleurs, l'état était tellement problématique qu'une fois Cassandra, à force de se lacérer, a perdu connaissance. Et ils se sont donc dit, eh bien, arrêtons de consommer notre propre sang, consommons le sang de quelqu'un d'autre. On n'a qu'à faire un sacrifice humain en l'honneur de Satan et puis on boira son sang. Au début, Cassandra et Cathy se sont dit qu'elles allaient faire ça sur un bébé. Puis finalement, elles se ravisent parce que Cathy déteste son père. Du coup, elle se dit, on va faire ça sur mon père. D'ailleurs, Cathy avait plutôt tout prévu. Elle avait raconté à Cassandra qu'elle comptait le poignarder, le mutiler et manger sa chair. Bon repas de Noël ça. Et là Cassandra va avoir un choc. En fait c'est que en racontant ça, Cathy après a une sorte de crise de fou rire. Sauf que ce rire, la voix qu'elle a, ça ressemble pas à la voix qu'elle a habituellement. Et ça effraie Cassandra. Elle remarque qu'en fait Cathy n'est pas la même personne. Genre limite c'est pas Cathy qui est devant elle. Ça la fait flipper et elle se barre de l'appartement de sa pote. Elle rentre jusqu'à chez elle et après pendant une semaine, tellement traumatisée, elle arrive à résister un peu à cette tentation, cette envie de boire du sang, de faire des trucs occultes. Pensant qu'elle est quasiment libérée en fait de tout ce qu'elle a pu vivre, elle décide de partir en petite balade. Et elle se retrouve sur la plage où elle faisait des messes noires. Et alors qu'elle est sur la plage, elle se rend compte qu'une messe noire est en cours. Et là, d'un coup, elle est en quelque sorte repossédée. Elle reprend son rôle de grande prêtresse et elle assiste à la messe noire et elle l'anime. Il se passe des trucs chelous, elle reboit du sang, mélangé à du vin, à des plantes, tout le monde se met à danser, à célébrer Satan. Ils sont tous à poil en train de danser et tout, à s'allonger dans le sable. Et alors que la messe noire est terminée, elle est là, allongée. Elle est totalement ivre et elle va encore une fois avoir une prise de conscience. Et vous allez voir ce qui va se passer avec cette prise de conscience. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tellement traumatisée de ce qui s'était passé avec Cathy, Cassandra, l'après-midi avant sa balade, et où elle a repris son activité occulte, avait envoyé une lettre à Ed Warren, la personne qu'elle avait rencontrée, pour lui expliquer qu'elle avait peur, qu'elle était allée trop loin, qu'elle avait des pensées qui pourraient mettre en danger d'autres personnes, qu'elle n'arrivait plus à contenir les envies du démon parce que le démon qu'elle honorait ne voulait plus de sacrifices d'animaux mais voulait des sacrifices humains, mais qu'elle ne voulait tuer personne, mais elle se sentait bloquée, elle pouvait pas revenir en arrière par rapport à tout ce qu'elle avait fait. Elle avoue également dans cette lettre que quelques jours plus tôt, l'envoi de cette lettre, elle a revu le démon mi-homme, mi-loup qui cette fois-ci lui annonçait sa mort à elle. Il lui a dit tu vas bientôt mourir. Et du coup, bien qu'elle n'avait pas envie de mourir, elle ne savait pas quoi faire. Et c'est pour ça qu'elle avait besoin de Ed Warren. Sauf que malheureusement, Ed Warren ainsi que sa femme Lorraine n'ont jamais pu aider Cassandra. Parce que avant que eux ne reçoivent la lettre, parce que vous savez il y a un délai entre l'envoi et la réception, et bien Cassandra s'était donné la mort. Sacrée histoire, n'est-ce pas? Je trouve ça assez intéressant d'avoir cette histoire comme ça, vraiment du point de vue de la personne qui est sujette à une possession démoniaque. Parce que bon, si on croit à ça, on peut se dire clairement qu'elle a été possédée. Hein. Et je trouve ça intéressant, c'est pas forcément une histoire globalisée sur une famille et on te dit machin, 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 ils entendent des trucs chelous. Et à un moment donné, l'enfant, il est possédé, il est au lit, il dit des trucs bizarres, tu vois vraiment le point de vue de la personne possédée, et c'est ça que je trouve très intéressant. Après, comme je vous l'ai dit, la présence de Ed et Lorraine Warren, elle est anecdotique hein, là-dedans.
Alors dans cette première affaire, les Warren ont été contactés dans les années 70 pour intervenir dans une base militaire. Effectivement, les soldats ont témoigné avoir vu des choses bouger, les lits qui se mettaient plutôt en bordel, alors que normalement dans une enceinte militaire, tout est censé être carré. Il y avait des bruits dans les murs, vraiment, tout laissait paraître qu'il y avait quelque chose de paranormal qui se produisait. Du coup, les Warren sont intervenus sur place et voici ce qu'ils ont découvert. Apparemment, il y avait deux fantômes qui étaient présents dans l'enceinte militaire. Un premier fantôme qui était l'esprit d'un ancien cuisinier de l'enceinte militaire, qui lui s'amusait à faire bouger des bouteilles, à les renverser, à mettre les lits en désordre. Mais on va dire que l'esprit qui est un peu plus dérangeant, c'est l'esprit d'un ancien soldat qui s'appelait Lawrence Greer, qui avait fait son service au sein de cette enceinte militaire et qui avait par la suite totalement perdu son esprit et était devenu totalement fou. Effectivement, il a assassiné des personnes, il était devenu un meurtrier. Il a été jugé pour ça, mais on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu par la suite, s'il a été condamné à mort, emprisonné. Ça reste un réel mystère. Après, le but des Warren n'est pas d'enquêter sur le passé, sur le monde des vivants. Leur but, c'est de comprendre ce qu'il se passe là où il y a des activités paranormales pour essayer de les chasser. Les Warren ont fait venir un prêtre, ils ont fait exorciser l'endroit et apparemment, les activités paranormales se sont calmées. En tout cas, ça donne envie de devenir militaire. Parce que tu te dis que même dans les enceintes les plus protégées, on peut peut-être se faire attaquer par des petits démons. Dans cette seconde affaire, les Warren ont enquêté sur le cas de William Ramsey. Cette personne avait des caractéristiques assez particulières parce que depuis son plus jeune âge, il était caractérisé un peu comme un animal. Il avait des sautes d'humeur où il agissait littéralement comme une bête féroce. Et dans ces moments-là, il avait des caractéristiques qui dépassaient l'entendement. Il avait une sorte de force surnaturelle et d'ailleurs ses parents ont été témoins à un moment donné de cette force car il a pu soulever un poteau de fer à main nue et le balancer par-dessus un grillage. Alors qu'il était encore plutôt jeune, donc logiquement le poteau, tu peux essayer de faire ce que tu veux, la seule chose que tu vas faire c'est de péter les deux bras. Et au fur et à mesure que cet homme a grandi, son état a plutôt empiré. Il a du coup été admis dans un hôpital psychiatrique où il y a eu plusieurs incidents. Effectivement, à un moment donné, cet homme, William Ramsey, a carrément mordu une infirmière comme un chien enragé. Il n'a pu être calmé uniquement qu'à grands coups de sédatifs. Mais cet incident n'est pas la pire chose qui s'est passée dans la vie de William Ramsey. Le 22 juillet 1987, William Ramsey est parti à la recherche d'une prostituée, il l'a trouvée, il l'a pris dans son pick-up et ensuite il est parti avec elle. Il s'est rendu en fait dans un commissariat où il a demandé aux officiers de police de l'enfermer dans une cellule pour la sécurité des autres et les policiers étaient assez surpris, ils ont regardé dans leur fichier s'il n'avait pas des antécédents criminels sur ce William Ramsey. Ils étaient du coup plutôt contre l'enfermer comme ça sans raison et William Ramsey a commencé à grogner auprès du sergent de police à qui il parlait comme un animal enragé. Ramsey a ensuite saisi le policier par la gorge et il l'a soulevé d'une main à plus de 1,80 m de hauteur. Ramsey a ensuite balancé le policier au travers du commissariat. Il n'a fallu pas moins de 6 hommes pour retenir Ramsey de sa folie. Les témoins de la scène ont avoué que Ramsey en fait il balançait les officiers de police mais vraiment comme des allumettes, comme s'il pesait un poids plume. Bien sûr après ça les officiers de police ils ont enfermé Ramsey quand même parce qu'il venait du coup de commettre un crime devant leurs yeux, agression sur agent. Et quelques instants après l'avoir enfermé, l'ensemble des officiers ont entendu un gros boom venant de la cellule où se trouvait Ramsey. En fait Ramsey avait réussi à détruire une partie des barreaux de sa cellule et à les tordre et en fait il s'était coincé le bras et la tête entre les barreaux et le chef de police qui était présent sur lui à ce moment-là a déclaré qu'il n'avait jamais vu un homme faire ça et pour le calmer ils ont dû lui mettre 3 à 4 fois la dose de sédatifs qu'on pourrait donner à un humain lambda. Après ça les officiers de police ont appelé les pompiers pour qu'ils puissent découper les barreaux de la cellule pour quand même sortir Ramsey de ce pétrin. Après ces événements, Ramsey fut envoyé dans un hôpital psychiatrique pour essayer de diagnostiquer ce qu'il avait, sauf que étrangement Ramsey ne se souvenait de aucun des événements qui s'étaient passés dans le commissariat de police. Les médecins sur place n'ont rien décelé d'anormal. La seule chose qu'ils ont mis en avant par rapport aux actes de Bill au commissariat, ce serait une lycanthropie clinique, c'est-à-dire le fait que des hommes parfois peuvent se prendre pour des animaux. Bien sûr, la presse est emparée de l'affaire, mais les deux enquêteurs du paranormal dont on parle dans cette vidéo vont aussi se pencher sur cette question-là. Le couple Warren présume qu'en fait Ramsey est victime d'une possession démoniaque. Les Warren ont contacté Ramsey pour leur exposer leur théorie sur son cas et Ramsey accepte donc d'être traité par un exorcisme afin de faire sortir cette entité démoniaque qui rend cet homme totalement animal. L'exorcisme est fait par un évêque, il y a également 2 gardes armés qui sont là pour intervenir au cas où et les époux Warren. Pendant l'exorcisme, il fallait que Ramsey soit constamment retenu physiquement parce que pendant l'exorcisme, il avait tendance à se débattre et à grogner contre l'évêque. À la fin de l'exorcisme, Ramsey était totalement épuisé et couvert de sueur dans un état qu'il n'avait jamais connu auparavant. Après cet événement-là, Ramsey dit qu'il n'a plus eu jamais de transformation animale de sa vie. Qu'il ait eu
un traitement médical ou que l'exercice n'ait fonctionné. En tout cas, on ne sait pas réellement ce qu'il s'est passé dans la tête de Ramsay. Les plus rationnels diront qu'il était malade psychologiquement et ceux qui croient au paranormal diront qu'il a été possédé par une entité démoniaque et que l'intervention des Warren a permis de libérer Ramsay de l'entité qui le possédait. On ne sait pas quelle entité le possédait, mais en tout cas c'était une entité qui avait l'air d'avoir des tendances animales. Logique. Ce Ramsay dans la culture populaire, il est considéré aujourd'hui comme le seul cas avéré, entre guillemets, de loup-garou. On va rencontrer la famille Snedeker. En fait, ils ont emménagé dans une maison dont ils ne connaissaient rien, ils n'en connaissaient pas du tout l'histoire, et en fait, il s'avérait que c'était une sorte de salon mortuaire où on mettait les morts et on les préparait pour les enterrements. Les enfants qui vivaient dans la cave, oui c'est assez bizarre de mettre ses enfants dans sa cave, on rajoute ça sur la liste des choses creepy. Bref, revenons à nos moutons. Les enfants ont eu l'impression de voir des fantômes se balader dans la cave. Les parents aussi ont témoigné plus tard avoir aperçu ce genre de fantômes. Sauf que au-delà de la vision, la famille va témoigner d'événements qui sont par contre vraiment très problématiques. Ils vont prétendre avoir été abusés sexuellement par des fantômes. Apparemment, en plus de ça, quand l'eau coulait à certains moments, l'eau parfois se transformait d'une couleur rouge sang. Je peux te dire que quand tu vois ça, quand tu te laves les dents, bah t'avales le dentifrice. Bien sûr, les Warren, nos héros, se sont intéressés à cette affaire et ils en sont venus à la conclusion que la maison était possédée par des démons. Effectivement, quand on a ce genre d'événement, la maison n'est pas possédée par Casper. En plus de ça, il semblerait que l'esprit d'une personne qui vivait dans cet endroit restait aussi encore dans la maison. C'était le directeur de ce salon mortuaire qui apparemment, en plus de ça, était un nécrophile. Alors ça, c'était une histoire vraiment très controversée. Il y a d'ailleurs eu des films dessus parce qu'en fait, cette famille-là est restée 2 ans dans la maison avant de partir. Donc tu te dis, si t'as vraiment autant de problèmes, pourquoi tu ne pars pas avant? Ils ont aussi fait beaucoup d'émissions de télé, des talk shows pour parler de leur histoire. Donc les gens disaient qu'ils cherchaient quand même beaucoup à médiatiser leur affaire alors que c'était traumatisant. Les Warren ont fait appel à un prêtre qui a exorcisé la maison, qui a baigné le lieu. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi à 100% car il se passait toujours des choses paranormales dans la maison, d'où le fait que la famille a décidé de partir. Donc si vous cherchez un logement, vous savez où aller. Mais non mais je déconne, n'y va pas, reste assis. Dans cette affaire, on va rencontrer la famille Donovan. La famille Donovan fait l'objet de choses plutôt étranges, c'est-à-dire qu'ils entendent des bruits dans leurs murs, ils entendent des bruits sur du parquet alors qu'il n'y a personne à l'étage. Enfin voilà, tout ce qu'on pourrait trouver de plus classique dans les événements paranormaux. Sauf que ce qui était spécifique à leurs affaires, c'est qu'en fait le papier peint se décollait tout seul des murs de la maison, même si ils avaient été remis, bien recollés, tout ce qu'il faut. L'eau devenait rouge sang, et la famille entendait des bruits d'animaux qui grognaient tout autour de la maison. Les Warren ont enquêté, ils ont effectivement été témoins de ce qui se passait, et en fait, l'une des enfants de cette famille a avoué avoir utilisé une planche de Ouija. Une planche de Ouija, c'est quelque chose qu'on utilise pour rentrer en contact avec des esprits. Est-ce que cette gamine est totalement conne? Bah oui, ne faites jamais ça. Que vous y croyez ou pas, ne le faites jamais. Vous ne savez pas avec qui vous pouvez être mis en contact. Par exemple, cette petite pensait parler via la tablette à un petit garçon de 9 ans qui était décédé des années auparavant dans la maison. Et du coup, elle lui a dit, bah viens chez moi, on va jouer ensemble. Je le répète, mais qu'est-ce qu'elle est conne. Parce que les Warren, ils ont cogité et ils en ont conclu qu'en fait elle parlait pas à un petit enfant. Elle parlait avec un démon qui se faisait passer pour un enfant pour justement pouvoir accéder à l'intérieur de la maison. Pan cela ne tienne, les Warren ils ont procédé à un exorcisme accompagné d'un prêtre qui a permis de réparer les erreurs de cette jeune fille. Du coup les activités paranormales ont pu cesser derrière. Mais j'espère que cette gamine elle a été punie jusqu'à la fin de ses jours. On fait pas des choses comme ça. On fait pas des choses comme ça. C'est non. C'est non. Tu vois un truc de Ouija, tu n'y touches pas.